Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Et un super service compris aujourd'hui pour une super journée mondiale. C'était hier la journée mondiale de la trisomie 21. On en parle trop peu, non seulement de la trisomie 21, mais même de cette journée mondiale. Moi, j'oserais presque dire que les journalistes font pas bien leur boulot. Alors évidemment, on le fait sur Sud Radio dans cette page santé du mercredi. La journée mondiale de la trisomie 21, avec, pour vous expliquer ce qu'est la trisomie 21, pour lever bien des idées reçues, pour parler bien entendu des traitements qui sont en cours, j'accueille le docteur Cécile Ciotat-Valti. Bonjour docteur. Bonjour madame Jacquier. Vous êtes neuropédiatre à l'Institut Jérôme Lejeune, vous êtes spécialiste de la trisomie 21, vous êtes chercheur également. Alors la trisomie 21, commençons par le commencement, c'est une maladie génétique. Qu'est-ce qui arrive en fait aux petits trisomiques ? Alors, c'est la maladie génétique la plus fréquente responsable de déficience intellectuelle. C'est un chromosome 21 supplémentaire. Au lieu d'avoir 46 chromosomes, on en a 47. Et c'est une maladie extrêmement répandue dans le monde ? Maladie génétique, vous avez dit qu'elle était... Oui, environ un patient sur 700 naissances, à peu près 70 000 patients en France. 800 000 en Europe, 10 millions dans le monde et 10 millions de patients. Et si on considère leur famille, au moins 30 millions de personnes qui sont concernées. 30 millions de personnes qui sont concernées, de par le monde. Oui. Alors évidemment, je l'imagine, avec pas toujours une prise en charge telle qu'on la connaît en France, qui reste quand même un beau pays de ce côté-là, avec tout le travail que fait aussi la Fondation Jérôme Lejeune. Tout à fait. À l'Institut Jérôme Lejeune, on s'occupe de plus de 8000 patients qui ont une trisomie 21 et à tous les âges, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à l'âge adulte et même les personnes âgées, puisque nous avons une gériatre. Alors, levons les idées reçues avant d'accueillir les auditeurs de Sud Radio. Vous l'avez dit, c'est une maladie génétique qui touche à des déficiences intellectuelles. Touche-t-elle d'autres... Enfin, y a-t-il un corollaire à cette déficience ? De quelle façon s'exprime-t-elle ? Est-ce que on est tous trisomiques de la même façon ? Y a-t-il une grande variabilité ? Il y a une grande variabilité. Vous avez mis le point. C'est un point très important et c'est d'ailleurs une grande nécessité de recherche pour essayer de comprendre la grande diversité de patients qui n'ont pas d'autonomie à des patients très autonomes. Et c'est cette différence qu'il faut essayer de comprendre. Mais ça veut dire par exemple qu'il peut y avoir des trisomiques qui sont légèrement atteints et d'autres beaucoup plus ? Exactement, vous avez tout compris. Au centre, à l'Institut Jérôme Lejeune, nous avons toujours deux axes, à la fois la prise en charge pour dépister les complications qui sont plus fréquentes dans la trisomie 21 et à la fois essayer d'améliorer les choses. Et la rééducation, bien sûr, est très importante, aussi bien avec l'orthophonie, la psychomotricité, l'ergothérapie, les intervenants. Bref, il y a tout c'est une équipe multidisciplinaire qui est nécessaire. Mais ça veut dire en fait, pour que les auditeurs de Sud Radio comprennent bien, qu'il y a autant de trisomie 21 qui s'expriment qu'il y a d'individus. Exactement. Voilà, on ne peut pas faire de généralité quant à la prise en charge d'un trisomique et quand même quant à l'expression de la maladie et finalement de la gérer. Ce qui, j'imagine, entraîne des situations bien complexes. Alors commençons par le commencement, puisqu'on va faire bouger les idées reçues. Cette émission s'appelle aussi Service compris, il faut que ça bouge. Alors on va bouger avec vous. La trisomie 21, pendant longtemps, on l'a collée au mont mongolien. Pourquoi ? Pourquoi, docteur ? Pourquoi ? Par l'aspect physique qui était décrit. De la personne ? De la personne, avant qu'on comprenne, grâce au professeur Lejeune, en 1959, et toute son équipe, Madame Gauthier, qui ont découvert que la trisomie 21 était liée à 3 chromosomes 21. Ça a été le début de la génétique, en fait, de l'histoire de la génétique. Puisque c'était la première, c'était une maladie dont on avait juste une description clinique et on ne savait pas à quoi elle était due. Grâce aux travaux de cette équipe, on a pu identifier que c'était dû à un chromosome supplémentaire et c'est toute l'histoire de la génétique qui a démarré. Autre idée reçue à lever, un enfant atteint de trisomie 21 peut aller à l'école. Mais oui.
Et surtout, oui, il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il ait les aides nécessaires pour avoir une scolarité, comme j'explique toujours, heureuse et harmonieuse. Bien sûr, l'intégration est très importante et d'ailleurs, ce sont nos enfants et les enfants qui vont être au contact, bien sûr, de patients porteurs de trisomie 21 qui vont changer la société et la vue de la société avec le handicap et cette mentalité. Il y a 50 000 personnes, c'est ça, qui sont atteintes 70 000 en France, atteintes de trisomie 21. Et alors, est-ce qu'on peut quantifier le nombre d'enfants qui vont à l'école sur cette population de 70 000 personnes ? Alors, en majorité, ils vont à l'école, mais ça dépend à quel âge. L'école maternelle, avec le plus souvent une aide à la vie scolaire. Et ensuite, dans une école adaptée, Ulysse École, Ulysse Collège, Ulysse Lycée, les Ulysses, qui sont des écoles à petit effectif avec des professeurs qui sont vraiment formés pour les difficultés d'apprentissage. Et soit c'est dépendant de leur capacité, on va les orienter plus vers une Ulysse ou plus vers un institut médico-éducatif, où là l'axe sera plus vers l'autonomie. C'est ça qui sera le plus développé et les activités académiques seront moindres. Voilà, alors pour terminer sur le fait de lever les idées reçues en ce qui concerne l'école, il y a donc le fait qu'ils peuvent apprendre à lire et à écrire. Bien sûr. Bien sûr, ils arrivent malgré la déficience intellectuelle à déchiffrer les lettres de l'alphabet. Bien sûr, et c'est ça qui est important pour essayer d'améliorer leur autonomie, puisque c'est ça le but. Et leur insertion, bien sûr, dans le milieu professionnel et aussi dans la société en général. Autre idée reçue à lever, ils vont avoir une espérance de vie comme celle de personnes qui ne sont pas atteintes de ce handicap. Qui a beaucoup augmenté d'ailleurs. Voilà, donc grande espérance de vie maintenant. Oui, tout à fait. L'espérance de vie est aux alentours de, sans me tromper, 75 ans. À peu près. Alors je vais vous poser une question un petit peu taboue, mais quand on est atteint de trisomie 21, ça veut dire que on meurt de quoi ? Est-ce qu'on meurt de complications ou est-ce qu'on meurt comme tout un chacun parce qu'on arrive à la fin de sa vie ? Alors, il faut savoir que sur ce chromosome 21, il y a un gène qui s'appelle l'APP. L'APP est responsable de lésions qui vont donner un aspect comme une personne qui aurait un Alzheimer. Donc, il y a des dépôts dans le cerveau et les patients avec trisomie 21 sont plus à risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. À l'âge de 60 ans, à peu près 40% vont avoir une maladie d'Alzheimer, ce qui évidemment provoque qui rend la prise en charge difficile aussi. Évidemment, il faut regarder les choses en face. La prise en charge, elle va être adaptée, mais évidemment, l'espérance de vie est bien sûr raccourcie dans le cadre de ce diagnostic. Alors, quelque chose d'infiniment positif. Évidemment, ils peuvent avoir un métier et évidemment, ils peuvent avoir une vie amoureuse. Évidemment, c'est très important. Ils sont très en demande d'ailleurs. Et il faut éviter l'isolement social. Et donc, c'est très important bien sûr, de favoriser les associations et puis les rencontres, de faire du sport également avec handisport pour vraiment qu'ils soient au contact de jeunes qui ont à la fois pas de difficultés et à la fois des difficultés comme eux. Docteur Cécile Ciotat-Valti, vous êtes neuropédiatre, vous êtes aussi chercheur, spécialiste de la trisomie 21. Quelles sont les dernières avancées sur la maladie et sur les traitements ? Parce que évidemment, on va pas d'un coup de baguette magique pouvoir guérir de trisomie 21, mais on peut améliorer les traitements ou améliorer la prise en charge ou même les soins. Comment ça se passe ? La prise en charge rééducative est très améliorée de nos jours, où les enfants bénéficient très précocement d'une prise en charge rééducative en orthophonie, psychomotricité, psychoéducation, mais aussi la recherche a fait des bonds énormes, vraiment. Entre 1959 et le professeur Lejeune, la découverte du chromosome 21, celui-ci a été complètement séquencé, je pense, dans les années 2000. On sait qu'il y a à peu près 251 gènes qui sont sur ce chromosome 21 et on connaît des gènes qui sont plus impliqués dans les
problèmes cognitifs. Et c'est sur cela qu'on travaille. Et on a beaucoup de pistes, y compris, par exemple, à l'Institut Lejeune, nous allons lancer une étude sur un extrait de thé vert, l'épigallocatechin galate, qui inhibe un gène qui est trop exprimé. Et voilà, donc c'est beaucoup de pistes de recherche actuellement, beaucoup de recherches, car il y a vraiment, je dirais actuellement beaucoup de recherches dédiées à la déficience intellectuelle et tout particulièrement à la trisomie 21. C'est génial là ce que vous nous avez dit que dans le thé vert, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve dans le thé vert ? Eh ben, on trouve un phénol qui s'appelle l'épigallocatechin galate et qui permet qui est un inhibiteur qui passe la barrière cérébro-méningée et qui inhibe un gène qui s'appelle DIRCA1A qui est tripliqué, donc 1,5 fois par rapport à votre... Mais quand on fait ce type de recherche, ça veut dire que à terme, on peut trouver un médicament. Qu'est-ce que ça apporte là pour les gens qui nous écoutent en fait ce genre de recherche ? On va faire une étude chez les enfants pour voir si c'est bien toléré, parce que ça c'est très important de ne pas nuire, notre primum non nocere. Et puis en deuxième, on va voir si c'est efficace, ça améliore leur fonction cognitive et surtout leur mémoire, leur langage. C'est très important de savoir s'exprimer, de mémoriser. Ça vous semble simple, mais c'est compliqué pour certains enfants. Et donc si on améliore ça, on va améliorer leur autonomie, leur apprentissage, et donc c'est fantastique. Eh oui, c'est fantastique et c'est pour cela qu'on fait cette émission, pour faire passer des messages positifs, même quand on parle de trisomie 21, ça fait peur à certains. Il y a les questions des auditeurs justement, soit qui ont besoin d'être rassurés, soit qui ont besoin d'être accompagnés. Donc on écoute Véronique qui a fait le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Véronique. Merci, bonjour docteur, bonjour Véronique. Bonjour madame. Ma fille est enceinte de 8 semaines et je voulais savoir si à part les traitements préventifs traditionnels, ce qu'on connaît, il existait justement des nouvelles technologies pour dépister ces gènes. Alors, je ne suis pas, je suis neurologue pour enfants et pas gynécologue ni généticienne, mais il y a des dépistages actuellement qui se font sur le sang de la mère, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et qui détestent. Vous savez que quand on est enceinte, on a des cellules fœtales dans le sang et qui font des tests pour dépister non seulement la trisomie 21, mais beaucoup d'autres trisomies et d'autres maladies. Et ça, je pense qu'il faut qu'elle s'adresse à son gynécologue. Mais sinon, on parle d'amyosynthèse, non ? Voilà, c'est le truc le plus répandu. Le truc n'est pas le mot, bien sûr. L'amyosynthèse est proposée à partir d'un certain âge maternel, puisque c'est un risque d'avoir des anomalies génétiques. Et quand il y a des anomalies à l'échographie, en particulier une épaisseur nucale importante, des malformations cardiaques, etc. Mais c'est un petit peu plus tard. Là, vous parlez de votre fille qui a 8 semaines. Donc ça, c'est un choix Après, ça reste un choix, bien sûr, personnel. Oui, mais il faut mieux prévenir plutôt que d'attendre les derniers moments où, justement, là, il puisse y avoir plus de complications. Alors, prévenir, dans quel sens vous voulez parler de prévenir ? Faire des dépistages, justement, plus tôt, plutôt que d'attendre d'en arriver à plusieurs mois et de ne plus pouvoir rien faire. Alors, pour le traitement préventif, par exemple dans la trisomie 21, il y a beaucoup de recherches qui se fait puisque chez des souris porteuses de trisomie 21, on a administré, des traitements qui peuvent modifier l'évolution. Mais actuellement, il n'y a aucun traitement préventif des troubles cognitifs d'un petit bébé in utero qui serait trisomique. C'était ça votre question. Là, ce serait presque de la magie d'arriver à ça. Il y a beaucoup de recherches qui se font sur ce qu'on dit les souris gestantes, où on essaie d'administrer bien sûr des molécules, mais actuellement,
je n'ai rien à proposer, même s'il y a beaucoup de recherches. Oui. Véronique, merci pour votre question. Merci beaucoup. Et accompagnez votre fille. Je pense qu'il ne faut pas non plus, comme on dit, voir ou imaginer des maladies partout. Moi, quand j'étais enceinte, les médecins étaient plus anxieux que moi. Il y a des moments, ça dépasse l'imagination quand même. Allez, le 0826 300 300 pour poser vos questions sur la trisomie 21. Vous êtes avec le docteur Cécile Ciotat-Valti, qui est une spécialiste, et ce jusqu'à 14h. Il y a notre page Facebook aussi, bien sûr, si vous avez des questions. Notre page Facebook pour vos questions et puis vos commentaires et vos suggestions d'émissions sur la santé, pourquoi pas. Notre page Facebook, service compris, il faut que ça bouge. À tout de suite. Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Hier, c'était la journée mondiale de la trisomie 21. Alors, nous consacrons cette page santé du mercredi jusqu'à 14h à évoquer la trisomie 21 avec le docteur Cécile Ciotat-Valti. Docteur, c'était formidable. Vous nous avez donné quand même de sacrées infos sur la recherche, les avancées de la recherche. C'est quand même fantastique la façon dont on arrive maintenant à inhiber des gènes pour que ces enfants apprennent à mieux vivre, à mieux mémoriser. Ça, ce sont de bonnes nouvelles, et cette émission sert à ça. On est aussi levé des idées reçues. Maintenant, on va accueillir la question de Sabrina. Bonjour Sabrina, qui a fait le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, bien sûr. Bonjour, merci. Bonjour. Oui, donc j'ai une question. Les trisomiques, en fait, sont mis en avant dans la société à travers les médias. On l'a vu récemment avec la petite jeune fille qui a présenté la météo sur une chaîne télé sur France 2, ou à travers un restaurant en France où il n'y a que des serveurs trisomiques. Donc ma question, c'est que faut-il faire aujourd'hui pour que ces enfants soient de plus en plus intégrés dans notre société et surtout mis en avant? Très bonne question. Je dirais changer déjà nos mentalités, les mentalités pour les intégrer davantage dans notre société, améliorer. Ça c'est mon boulot d'améliorer les fonctions cognitives et l'autonomie. Ça c'est notre travail. Mais la société a aussi à sa part, et vraiment l'intégration et depuis le plus jeune âge à tous les âges est importante. Et ça j'ai confiance dans notre nouvelle génération. Je pense qu'elle est beaucoup plus tolérante et va davantage intégrer la différence qui est notre richesse en fait. Oui, on voit qu'il y a des efforts de fait quand même, Sabrina et vous, docteur, parce que la semaine dernière, c'est ça qu'il y avait Mélanie, une personne atteinte de trisomie 21 ans, dont le rêve était de présenter la météo à la télé. Et alors c'est génial ce qu'elle a fait. Elle avait une page Facebook où elle demandait finalement qu'on l'aide à réaliser son rêve, et la page a été tellement likée que ça a tapé dans l'œil des responsables de France Télévisions et d'autres médias, et on lui a offert la possibilité de présenter la météo, ce qui était aussi une façon finalement de découvrir aussi les capacités des personnes atteintes de trisomie 21, docteur. Bien sûr, et d'ailleurs c'est parce qu'on n'est pas capable de les comprendre. Elles sont là, toutes les capacités, mais elles ne leur sont pas accessibles, et c'est ça notre boulot, c'est de les rendre accessibles, de rendre l'intelligence et toutes ces fonctions cognitives accessibles, parce qu'ils sont incroyables, ils savent faire beaucoup plus de choses qu'ils ne peuvent nous le montrer. Et bravo à Mélanie, c'est le début et c'est fantastique ce qu'elle a fait. Oui, Sabrina. Quand vous dites que les personnes atteintes de trisomie sont de plus en plus représentées, mais qu'il faudrait les intégrer, vous avez une idée? Vous pensez à quelque chose en particulier? J'ai pas d'idée précise, puisque là on est en début c'est quand même quelque chose de nouveau dans la société, mais ce serait bien d'ouvrir le débat et effectivement d'avoir un avis global et de façon à ce que la société les mette vraiment en avant. Et effectivement, comme vous le disiez, changer les mentalités, ça commence à se faire petit à petit. Changer les mentalités. Et vous avez insisté, docteur, sur un point très important. Vous avez dit souvent ces enfants atteints de trisomie souffrent d'isolement social, et ils en témoignent, ils en font part. Est-ce qu'ils sont de plus en plus performants quant à leur capacité cognitive quand ils sont stimulés par un bon environnement social, familial, scolaire? Est-ce que là on peut quantifier les progrès?
Énorme. Ah oui, bien c'est énorme, sûr, hein. bien sûr. C'est comme si on est isolé, on ne progresse pas, on se renferme sur soi, alors que l'intégration permet justement de développer beaucoup de nos habilités, et c'est très important, y compris, je pense, au sport. Le sport, c'est un bon moyen d'intégration, et c'est important. Combien de parents me disent, non, il n'a pas pu aller au cours collectif avec son frère et sa sœur parce qu'il est refusé, le professeur ne veut pas l'accepter à cause de sa différence. Alors c'est pour ça, heureusement, il y a handisport, mais il faut que ça change. Il faut que ça change parce que c'est un moyen d'intégration, de faire des choses. Il n'y a pas que l'école, il y a tout le reste qui compte. Donc ça, il faut que les mentalités changent et qu'il y ait plus de tolérance à la différence. Oui. Et c'est à nous de faire ça. C'est à nous, en fait, de faire tout ce travail collectif, hein, Sabrina. Pour vous féliciter, Sabrina, pour votre question, parce qu'elle est très intéressante. Allez, c'est le printemps. Je vous offre, enfin Sud Radio surtout vous offre, Sud Radio et les jardineries Truffaut, vous offre une carte cadeau de 100 € pour fêter l'arrivée du printemps. Donc, soit vous fleurissez vos balcons, bah oui, soit vous fleurissez votre jardin. Qu'est-ce que vous avez, Sabrina? J'ai un balcon, donc je pense que je vais m'en occuper. Vous allez vous occuper de votre petit balcon, hein, c'est le moment. Vous pouvez évidemment dépenser cette carte cadeau dans tous les magasins Truffaut ainsi que sur leur site internet. Merci pour votre participation à Sud Radio, service compris, Sabrina. Merci à vous. Oui, merci. Et on compte sur vous pour fleurir le balcon. Et on accueille Florian via le 0826 300 300, bien sûr. Bonjour Florian, bienvenue. Bonjour Véronique, bonjour docteur. Bonjour. Alors votre question, oui. Oui, en fait, j'ai une question concernant la transmission du gène. Je voulais savoir si c'était systématique pour les nouveau-nés. Et puis, dans un deuxième temps, si les quarantenaires, les femmes quarantenaires pouvaient enfanter sans risque. Alors, docteur. Alors, on va commencer par la première question. Les nouveau-nés, j'ai pas compris, Florian, pouvez-vous préciser? Est-ce que la transmission du gène est systématique chez les nouveau-nés, en fait? Est-ce que quand ils ont un chromosome 21 en plus, excusez-moi, j'ai toujours pas, pas compris, Florian. En fait, je me demandais si l'un des deux parents est atteint de trisomie 21, l'enfant sera-t-il systématiquement atteint lui aussi cette pathologie? Non. Bien sûr, ça dépend de quel parent, mais c'est pas systématique. Pourquoi vous me posez cette question, Florian? C'est une question que je me posais, parce qu'on on entend souvent parler de ce genre de choses. Mais en fait, c'est vrai que se pose la question, pour aller plus loin que celle de Florian, est-ce que quand on met au monde un enfant atteint de trisomie 21, les parents, en fait, ont une responsabilité génétique? Non, pas du tout. Mais moi, j'avais compris que si un des parents est porteur de trisomie 21, quel est le risque de le transmettre? C'est ça, C'était ça la question. Aussi, oui, les deux m'intéressent, voilà, exactement. La question, c'est ça, c'est que il y a pas beaucoup d'enfants qui naissent du fait d'une fertilité moindre. Et lorsque cet enfant naît, c'est à peu près ce risque est de 50%. Ah oui, d'accord. Donc on a effectivement des statistiques, mais voilà. Mais c'est très peu. Oui. Et pour la deuxième question de Florian sur les risques pour les femmes de plus de 40 ans, hein, c'est ça? D'avoir un enfant atteint de trisomie, est-ce que ça on peut le quantifier? Le risque, il est plus important dès qu'on vieillit. Les ovules sont plus âgés et on a un risque pas seulement que de trisomie 21, mais de toute de maladies génétiques en général. En règle générale, mais ce risque, il est de combien sur une échelle de 1 à 10? On ne peut pas le quantifier, c'est difficile. Je ne peux pas vous le quantifier, ça dépend aussi de la vie qu'on mène. Hein. Il y a des facteurs environnementaux qui jouent, bien sûr, sur les risques. Voilà, donc cela vous concerne, Florian? C'est pour... Florian, dans mon entourage qui est atteinte de trisomie, mais je ne sais pas si elle souhaite enfanter. Mais voilà, ça répond à mes questions, quoi. D'accord. Bon, merci Florian pour vos questions qui nous permettent d'en savoir plus, d'en connaître plus sur la trisomie 21. Alors, question de Jeanne sur notre page Facebook, service compris, faut que ça bouge. Je suis actuellement auxiliaire de puériculture dans une crèche. J'aimerais savoir s'il y a des démarches spécifiques pour s'occuper d'enfants trisomiques. Très bonne question. Dois-je effectuer une formation spéciale avant de prétendre à un poste ou les formations sont-elles proposées dans des écoles spécialisées?
Alors c'est une super question et nous à l'Institut Lejeune on fait des formations, alors des formations pour les paramédicaux et évidemment les médecins qui s'occupent et il y a même un diplôme universitaire de déficience de déficience intellectuelle en général pour apprendre. Alors donc en fait pour les personnes qui veulent s'occuper d'enfants trisomiques, oui, il y a des diplômes spécifiques quand pas même. De diplôme spécifique, pas mais diplôme, des formation bien voilà. sûr. Et aussi, il faut savoir que l'Institut Lejeune est toujours ouvert à des personnes qui souhaitent faire un stage ou assister à des consultations. Il faut nous contacter et c'est aussi un bon moyen pour aussi prendre contact avec le handicap. Et alors, dans le cas de Jeanne, est-ce qu'elle doit effectuer une formation spéciale avant de prétendre à un poste ? Oui, on lui demandera forcément une formation. Non, on va pas toujours lui demander. D'accord. Si elle va en crèche, elle va pouvoir s'occuper de tous les enfants. Et c'est par des formations supplémentaires, je pense, qu'elle pourra plus spécifiquement s'occuper d'enfants avec handicap. Et pas seulement que je pense qu'avec la trisomie 21, on va lui demander d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas de crèche, à ma connaissance, dédiée à la trisomie 21. Au contraire, on veut que ça soit des crèches normales avec un quota d'enfants qui demandent parfois un peu plus d'implication. Mais au contraire, une crèche avec une bonne mixité, c'est merveilleux, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour ces enfants. Voilà, réponse pour Jeanne sur notre page Facebook, Service compris, faut que ça bouge. Allez, on fait bouger les idées reçues sur cette journée mondiale de la trisomie 21. C'était hier, mais on en parle aujourd'hui sur Sud Radio. Il n'est jamais trop tard pour en parler de toute façon. Merci beaucoup, docteur Cécile Ciotat-Valty, d'être venue nous éclairer sur cette maladie, d'être venue aussi nous dire qu'il y avait de l'espoir pour que ces enfants vivent de mieux en mieux, grâce aux sacrés progrès qui sont faits. Donc ça, c'est quand même formidable. Je rappelle que vous êtes neuropédiatre à l'Institut Jérôme Lejeune, spécialiste de la trisomie 21, et on vous réinvitera pour nous parler des dernières avancées. Si vous découvrez quelque chose de fantastique, vous savez qu'il y a Sud Radio, Service compris. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Madame Jacquier, et j'en profite pour remercier tous les patients, toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, et toute l'équipe avec laquelle je travaille, qui est fantastique à l'Institut. Alors, merci à vous. Voilà, et j'espère que les parents qui ont effectivement un enfant atteint de trisomie, seront aussi réconfortés dans la façon d'accompagner leur enfant. C'est important aussi de faire passer tous ces messages.